Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de finances décentralisées et plus particulièrement des prêts et des emprunts de la finance décentralisée. Dans plusieurs vidéos, j'expliquais que l'une des méthodes les plus importantes qui a construit aujourd'hui une grosse partie de ce que je détiens en crypto-monnaie, c'était le travail de fond. C'est-à-dire pas spécialement les positions que je prends, sur quelle crypto-monnaie je rentre, quelle crypto-monnaie je revends, quand et comment. Ça va dépendre du marché et ça va dépendre des différentes opportunités qu'on va pouvoir saisir, mais il y a également un travail de fond. Un travail qui, lui, n'est pas assujetti à la volatilité, puisque c'est un travail que je réalise sur les stablecoins, la monnaie dormante, entre guillemets, de mon portefeuille. On se rend pas compte puisqu'évidemment on va se concentrer sur les gros intérêts. Ce qui peut rapporter beaucoup sur du court terme, c'est une position sur laquelle on va réaliser de la plus-value et sur laquelle évidemment on va prendre des risques. On ne veut pas prendre énormément de risques sur sa trésorerie dormante. Évidemment, quand on prend une position sur des crypto-monnaies, on ne joue pas le gros de tout ce que l'on détient. On joue une partie raisonnable, diversifiée, que l'on peut se permettre de perdre. Alors que quand on travaille ces stablecoins, on va aller chercher des intérêts qui sont un peu plus petits, puisqu'on ne va pas chercher 20, 30, 40% sur une position comme ça peut arriver en bull run quand on achète une crypto-monnaie et qu'on espère faire de la plus-value court terme. Mais en l'occurrence, on peut aller chercher des plus petits intérêts, mais sur une longue période. 5, 8, 15, des fois 20% par an quand on a des vrais bons plans et des vraies bonnes positions sur de la finance décentralisée. Alors, en l'occurrence, le risque de volatilité n'y est pas vraiment. Il y a un peu de volatilité sur les stablecoins, mais rien à voir avec Bitcoin, par exemple. Par contre, il y a également d'autres types de risques, des risques techniques. Quand on confie son argent à la blockchain ou à un protocole décentralisé, on accepte certains risques qu'on va voir dans cette vidéo. De la même façon, il y a beaucoup de choses à comprendre avec la finance décentralisée et même sur le concept simple de prêt et d'emprunt, donc de lending et de borrowing. Et vous allez vous rendre compte qu'une personne avec le même outil, elle peut sortir 5% d'intérêt par an, tout comme elle peut aller sortir entre 8 et 15%, simplement parce qu'elle va savoir optimiser sa propre position. Je vois énormément de gens qui utilisent la finance décentralisée, mais pas tant que ça, qui vont jusqu'à optimiser leur position et profiter des différents ratios d'emprunt en fonction du collatéral. Et si ces mots-là vous paraissent barbares, on va y revenir dans cette vidéo. On dit également que la finance décentralisée, c'est pour les riches et que les frais de transaction coûtent tellement cher que si on a un petit capital, ce n'est pas intéressant et qu'on ne peut pas profiter des rendements de la DeFi. C'était vrai, ça ne l'est plus. Et vous allez comprendre pourquoi et comment. Juste avant de commencer, je veux juste mettre le doigt sur deux petites informations. On va se concentrer uniquement sur les prêts et les emprunts. Il y a plein d'autres moyens de travailler sa crypto-monnaie et ses stablecoins, notamment le liquidity providing ou l'automated market making. Mais pour le coup, on va se concentrer sur le premier outil qui est celui que j'utilise le plus, bien que parfois on peut optimiser encore sa position quand on les maîtrise tous. Mais on va faire un zoom sur un produit unique aujourd'hui. Et de la même façon, on va se concentrer sur la finance décentralisée. Il existe également des solutions de finance décentralisée, des plateformes qui vous proposent de déposer de la crypto-monnaie contre des intérêts. Et pour être totalement franc avec vous, généralement, je fais une approche par les risques. C'est-à-dire que j'utilise toutes les méthodes, décentralisées ou centralisées, que ce soit du prêt, de l'emprunt, du market making ou du liquidity providing. J'utilise vraiment toutes les solutions qui répondent à mes critères de sécurité, des projets et des solutions sérieuses et de confiance selon mes critères. Ensuite, je regarde mes objectifs, qu'est-ce que je cherche exactement, et je vois en fonction de toutes ces solutions comment est-ce que je peux diversifier mon argent et ne jamais mettre tout mon argent au même endroit. Même sur de la finance décentralisée et de la CeFi, finalement, je vais diversifier et répartir intelligemment mon capital. En l'occurrence, on va se concentrer vraiment que sur un point. Si cette vidéo est pertinente et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, comme ça je ferai un volume 2 dans lequel on zoomera particulièrement sur le liquidity providing, par exemple, jusqu'à avoir dévoilé l'intégralité des différents pans de l'investissement sur les stablecoins et la façon dont on peut générer passivement des intérêts sur ces stablecoins dormants. On commence tout de suite avec une explication rapide de la finance décentralisée, des prêts et des emprunts. Parce que mine de rien, une banque, elle vous prête de l'argent, elle sait qu'elle va pouvoir saisir quelque chose si jamais vous ne remboursez pas. Alors qu'un protocole décentralisé, finalement, on se demande comment ça marche, pourquoi est-ce qu'il nous prêterait de l'argent et qu'est-ce qui fait qu'il est sûr qu'on va venir rembourser notre emprunt avec des intérêts. Et deuxièmement, on va passer un petit peu en pratique et je vais vous montrer une méthode pour optimiser et pour réellement gagner plus que la plupart des gens qui utilisent ces protocoles. On commence tout de suite. Alors très rapidement, pour ceux qui ne le savent pas, comment fonctionnent les prêts et les emprunts et pourquoi la blockchain elle prête de l'argent? Comment est-ce qu'elle se sécurise et comment est-ce qu'elle est sûre que vous allez venir rembourser votre emprunt avec des intérêts? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est le concept de collatéral qui est très important. Et vous allez le retrouver dans plein de différents sujets et différents outils de la finance décentralisée. Quand vous allez emprunter à la blockchain, vous allez devoir déposer une caution
que l'on appelle un collatéral. Et c'est cette caution que la blockchain va conserver et être sûr et certain que vous allez venir rembourser votre dette et vos intérêts pour récupérer votre caution. Généralement, il y a un ratio de collatéralisation, c'est-à-dire que si l'on dépose, je sais pas moi, 1000 € de Bitcoin, on va pouvoir emprunter 750 € de stablecoin. Ce qui fait qu'on emprunte toujours un peu moins que ce que l'on a, et donc, naturellement, on va venir récupérer sa caution à un moment, et on est intéressé à rembourser notre emprunt avec les intérêts pour récupérer la caution qui, elle, était plus importante. Mais à ce moment-là, vous pouvez me dire, mais à quoi bon? À quoi bon déposer 1000 pour emprunter 750? Autant garder mes 1000, mine de rien. Je vois pas l'intérêt d'aller emprunter de l'argent si je dois donner plus à la banque que ce qu'elle va me donner elle-même finalement. Eh bien oui, mais pas tout à fait. Ça fonctionne pas comme ça. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez une grosse ferme de minage. Vous avez des dizaines et des dizaines de bitcoins, un gros montant en bitcoin, mais vous ne voulez pas le vendre parce que vous êtes persuadé que le bitcoin va prendre de la valeur et le vendre à ce prix-là n'est pas rentable pour vous. Malgré tout, vous avez quand même besoin d'argent, de l'euro ou du dollar pour développer votre ferme, pour racheter de nouvelles machines et tout simplement pour développer votre business. Vous avez des charges à payer tous les mois et vous ne voulez pas dépenser et vendre vos bitcoins car vous êtes sûr que vendre vos bitcoins aujourd'hui est une bêtise car le vendre demain vous rapportera plus d'argent. Eh bien, c'est très simple. Vous allez mettre vos bitcoins en collatéral en les prêtant à une blockchain et à un algorithme décentralisé. C'est une caution que vous allez déposer sur une plateforme. La plateforme, en échange de cet argent que vous bloquez, que vous ne lui donnez pas, c'est simplement mis sous séquestre, eh bien la blockchain va accepter de vous prêter parce qu'elle a une caution, elle a la certitude que vous allez revenir. Et donc vous l'avez compris, ça vous permet d'obtenir de quoi développer votre activité, et ça peut être gérer vos frais de la vie de tous les jours, sans avoir à revendre votre crypto-monnaie. Et c'est pour ça que c'est intéressant de déposer un plus gros montant que ce que vous allez emprunter. C'est la nature de l'asset que vous allez déposer qui vous intéresse en l'occurrence. Et je ne vous parle pas de tout plein d'autres choses qui font que certains établissements bancaires refusent tout simplement de prêter à des activités dans le monde de la crypto-monnaie. Alors que la blockchain, elle, encore une fois, ne regarde pas vraiment votre faciès, ne regarde pas vraiment votre activité, elle regarde si vous répondez aux termes des propositions de prêt qu'elle fait, et si vous cochez toutes les cases, elle vous prêtera cet argent. Tout simplement. De la même façon, imaginez que le Bitcoin fasse x10 demain, vous pouvez très rapidement rembourser les dollars que vous avez empruntés à la blockchain et récupérer vos Bitcoins qui cette fois-ci valent beaucoup plus que quand vous les avez déposés. Et ce n'est qu'un exemple, il y en a des dizaines, mais c'était important de comprendre non seulement comment ça fonctionne et pourquoi la blockchain prête les yeux fermés, et d'un autre côté, comment ça se fait qu'il y ait des gens qui acceptent de prêter plus que ce qu'ils vont emprunter finalement. Ça, c'est ce qu'il fallait comprendre, mais on va s'intéresser à quelque chose d'encore plus particulier aujourd'hui. Nous, on ne veut pas prendre de risque de volatilité. On n'est pas là pour prêter du Bitcoin, de l'Ether. Dans l'exemple d'aujourd'hui, on va prêter du stablecoin et on va essayer d'être le mieux rémunéré possible par la blockchain. Alors vous l'avez bien compris, il y a des prêteurs, il y a des emprunteurs. Naturellement, les prêteurs ont un taux d'intérêt. Donc quand vous prêtez de l'argent à la blockchain, vous allez être rémunéré un petit peu moins que celui qui lui contacte la blockchain pour emprunter. Et à ce moment-là, c'est lui qui va payer ses intérêts. La blockchain, elle, ne fait que transmettre les intérêts des emprunteurs aux prêteurs et conserver une petite commission pour maintenir le réseau et pour permettre à tout cet écosystème décentralisé de fonctionner. Mais il y a des méthodes d'optimisation. On peut déjà obtenir des rendements qui sont très intéressants pour des monnaies qui sont considérées comme stables, puisque ce sont des stablecoins. Et en plus de ça, il y a des méthodes que j'appelle des méthodes de compilation. Je ne sais pas vraiment si ça a du nom, mais c'est le fait qu'en prêtant, on a le droit d'emprunter, et cette même monnaie qu'on a empruntée, on peut la reprêter, qui nous régénère une capacité d'emprunt, et à ce moment-là, en optimisant le tout, on peut augmenter les intérêts sans prendre beaucoup plus de risques finalement. Et les risques, on va y revenir juste après, car même s'ils sont différents des risques du monde de la crypto-monnaie habituelle, c'est-à-dire que sur des stablecoins, ce n'est pas censé swinger sur les prix, donc on enlève la volatilité, il reste quand même quelques petits risques techniques qu'il faut aborder ou tout du moins comprendre avant de mettre son argent n'importe où, sur n'importe quel protocole qui se dit de finance décentralisée. Et on va également parler de ce qui a permis à énormément d'investisseurs de gagner des gros intérêts, surtout dans ce bull run, allant des fois jusqu'à 3 à 4% d'intérêt par mois, sans vraiment prendre de risques, car il y en a toujours, mais pour le coup, pas les risques qui effrayaient tout le monde pendant le bull run. Principalement dû au bonus tokens qui sont donnés grâce à des tokens de gouvernance. Et là, ça devient un petit peu plus technique. Donc, ce que je vous propose, c'est d'accompagner le discours
d'une présentation pratique. Tout d'abord, on va commencer par l'un des protocoles les plus connus, et on va se concentrer durant cette vidéo sur AAV et sur Compound, qui sont deux des plus gros protocoles de finance décentralisée pour les prêts et pour les emprunts. À savoir qu'il y a toujours des risques, d'accord? Premièrement, parce qu'on va prêter des stablecoins, mais les stablecoins ne sont pas tout le temps stables. Et on va y revenir, et rien que ça, il faut l'avoir en tête, car ça peut vous faire une bêtise quand vous prêtez de l'argent. Et je vous en parlerai au moment où on déposera de l'argent en exemple. La deuxième chose à comprendre, c'est que ce sont des protocoles, d'accord? À partir de là, ce sont des lignes de code. Elles sont faillibles. Il peut y avoir un bug dedans. Ça arrive. Pourquoi je me tourne vers AAV et Compound? Simplement car ce sont deux des plus gros. Compound a aujourd'hui 13 milliards de dollars sous gestion et AAV a 17 milliards de dollars sous gestion. Ce sont par définition les protocoles qui détiennent le plus d'argent et donc les protocoles qui sont naturellement les plus attaqués puisque c'est eux qui représentent le plus gros gain potentiel pour des hackers. Et comme ils ont été énormément vérifiés, audités, que ce soit par les personnes qui déposent des gros montants ou par le protocole lui-même, ce sont aujourd'hui les protocoles les plus robustes car ils sont là depuis assez longtemps et qu'ils représentent une grosse masse financière. C'est pas suffisant comme raisonnement, mais autant vous dire qu'un protocole qui a 2 semaines et sur lequel il y a 50 000 €, rien ne vous dit qu'il n'y ait pas volontairement un bug dedans qu'on pourrait appeler une backdoor permettant au projet de se sauver avec la caisse ou encore pire, un bug qui n'a pas été laissé là volontairement, que l'équipe n'a pas vu. C'est pour ça qu'il est très important de vérifier que les protocoles que vous utilisez soient audités par des sociétés de sécurité externes. En l'occurrence, AAV et Compound le sont. Et pour le coup, je ne sais pas pour Compound, mais AAV a 10 ou 20% du montant total sous gestion, donc en l'occurrence 17 milliards de dollars, dans un protocole de sécurité. Il me semble que c'est 10%, donc ça doit être 1,7 milliard de dollars qui sont conservés au cas où il y a un hack du protocole pour rembourser les prêteurs et les emprunteurs. Alors, je pense que vous le savez, mais quand on se connecte à de la finance décentralisée, on a besoin d'y connecter sa clé privée. En l'occurrence, moi j'utilise MetaMask, avec lequel j'ai une clé Ledger que j'ai connectée, sur laquelle j'ai mis à peu près 5 000 $ d'USDT, 5 000 $ de DAI, qui sont deux stablecoins, on le voit, la valeur en euros est à peu près approximative. J'ai mis quelques Matic, vous comprendrez pourquoi plus tard, et j'ai également mis des Ethers, puisque toutes les transactions qu'on va faire, on va payer des Ethers pour réaliser ces transactions. Je rentre dans le protocole. Aujourd'hui, je vais me concentrer pour l'exemple sur AAV, mais j'utilise les deux. Les deux sont très utiles. Et on garde Venus sous le bras pour tout à l'heure, parce que Venus, ce n'est pas sur le réseau Ether, c'est sur le réseau de la Binance Smart Chain. Et vous allez voir que le fait de changer de réseau, eh bien, vous gardez les avantages de la finance décentralisée, mais pas les frais Ether, qui sont des fois un peu trop chers. Surtout quand on va se battre pour obtenir 5 à 8% d'intérêt par an sur un capital donné. On rentre dans le protocole, et là, on va comprendre la nature même et le fonctionnement, ne serait-ce que l'affichage de la plupart de ces plateformes. Maintenant qu'on est positionné, on voit différentes informations. Premièrement, les lignes, donc les différents assets que l'on peut déposer, d'accord? Le montant total qui a déposé sur la plateforme. Là, on voit que c'est 1,3 milliard de dollars rien que sur le DAI. On voit qu'il y a 26 millions sur le Gemini. L'USD, Gemini, c'est le stablecoin de Gemini Exchange. USD Coin, c'est le stablecoin de Coinbase et de Circle. L'USDT, c'est le fameux géant Tether. On a 1,3 million en Ether, etc., etc. Ça permet de comprendre réellement le montant total d'assets qui a été positionné. Ensuite, on va s'intéresser à deux des cases les plus importantes, IPY des dépôts et IPY des emprunts, d'accord? Donc ici on a l'IPY des dépôts, c'est-à-dire ce que vous allez gagner si vous déposez de la crypto-monnaie, en l'occurrence du DAI, et là ce que vous allez payer si vous en empruntez. Et c'est là que c'est intéressant et qu'on va commencer à rentrer dans quelques détails. Déjà, là, on vous rémunère à 2,41% par an. Ce n'est pas fixe, d'accord? C'est variable. C'est-à-dire que si demain, il y a plein de gens qui viennent emprunter, on va augmenter les intérêts qu'on donne aux prêteurs. Et donc, s'il y a plein de gens qui viennent emprunter du DAI, ce 2,4% peut vite devenir 3, 4, 7, jusqu'à 12%, on a vu pendant ce bull run. Et en dessous, vous voyez un petit bonus. Un bonus proposé par la plateforme Aave. En l'occurrence, 1,21%. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous prêtez 1 000 €, on imagine que les intérêts restent les mêmes pendant un an. À la fin de l'année, vous aurez gagné 24 € en DAI et vous aurez gagné 12 € en token AAVE, c'est-à-dire le token de la plateforme AAV. Il faut bien le comprendre car c'est ce petit bonus de token de gouvernance qui fait qu'on va pouvoir optimiser énormément ses intérêts. À savoir que c'est pareil chez Compound. La plateforme Compound n'est pas dirigée par une entreprise, elle est décentralisée. Ce sont donc les propriétaires du token Compound, tout comme ce sont les propriétaires du token AAV, qui vont prendre des décisions et qui vont développer la plateforme. C'est pour ça que ces tokens ont de la valeur. Et c'est pour ça que le protocole, pour inciter les gens à venir chez AAV et non pas chez Compound, va essayer de vous donner des meilleurs intérêts en vous donnant des bonus et de l'IPY supplémentaire, c'est-à-dire des rendements en plus
avec leur crypto-monnaie. C'est un petit peu comme si votre banque vous permettait de déposer des euros sur votre livret A, qu'elle vous disait ok, il n'y a que 0,5% par an d'intérêt en euros, donc si vous placez 1000, vous aurez 5 euros d'intérêt à la fin de l'année. Par contre, en plus de ça, on vous donne 1% d'intérêt en or. Donc pour tous les 1000 euros que vous avez laissés chez nous pendant un an, on vous donnera à la fin de l'année 10 euros d'or. À ce moment-là, ça devient intéressant car votre placement n'est plus à 0,5% mais bel et bien à 1,5%. Et c'est pas tout, on peut optimiser encore plus et vous allez le voir tout de suite. Parce qu'en réalité, et c'est ça que les gens ont du mal à saisir, c'est que quand vous empruntez, vous payez certes des intérêts. Donc pour emprunter 1000 euros, vous allez payer 36 euros d'intérêt par an, mais vous allez quand même recevoir le bonus d'1,7% sur ce que vous avez emprunté. Oui, vous avez bien compris. Vous êtes rémunéré parce que vous empruntez. La plateforme AAV, elle s'en fiche que vous prêtiez ou empruntez de l'argent. Ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait des gens qui l'utilisent. Car plus il y a d'emprunteurs, plus les intérêts des prêteurs sont intéressants. Et naturellement, il y a des gens qui viennent prêter. Et ça s'autorégule. L'intérêt pour la plateforme, c'est que son protocole soit utilisé. Et donc, elle va donner des bonus à toute personne proposant ou empruntant de la crypto-monnaie. Et c'est ce qui fait que, regardez, sur le Gemini USD, ça vous coûte 3,8% d'intérêt par an d'emprunter, mais vous avez 4,2% de bonus. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, c'est non seulement gratuit d'emprunter du Gemini USD, mais c'est même rentable parce que ça vous rapporte plus que ce que ça vous donne. Alors attention, ces intérêts peuvent bouger, ça peut être le cas aujourd'hui et ne plus l'être dans 2 semaines. Mais globalement, en réfléchissant intelligemment et en regardant les rendements qui bougent de temps en temps et en replaçant votre investissement, vous pourrez emprunter de façon rentable. Parce que cet argent que vous allez pouvoir emprunter, on va pouvoir la compiler. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez déposé de l'argent, comme vous en avez déposé, vous pouvez emprunter du Gemini. Et quand vous allez emprunter du Gemini, vous allez pouvoir le reposer, ce Gemini, et être rémunéré parce que vous le prêtez. Vous avez compris? C'est un petit peu de l'inception, ça peut faire peur, mais quand on maîtrise ses potentiels risques et quand on sait voir où sont les limites, on peut clairement optimiser son rendement. Alors finalement, comment ça marche? Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que toutes les monnaies ne peuvent pas servir de caution. Là, vous l'avez compris, je veux pas simplement prêter de la crypto-monnaie. Je veux en prêter pour avoir le droit d'en réemprunter, pour avoir le droit d'en reprêter et d'optimiser le plus possible mon placement. En tout cas, dans la limite des risques que je suis prêt à prendre. Ce qu'il faut comprendre, premièrement, c'est que du coup, on peut pas tout prêter en caution. En l'occurrence, il y a certaines stablecoins que l'on ne peut pas. Je regarde le Gemini, il ne peut pas servir de collatéral. Donc si je prête du Gemini, je ne pourrai pas en emprunter. Je ne pourrai pas utiliser ce que j'ai prêté à la plateforme comme caution pour avoir le droit d'emprunter autre chose. Alors que le DAI, par exemple, oui, je peux l'utiliser en tant que caution. Donc prêter 1000 euros de DAI me permet d'emprunter. Et là d'ailleurs on voit les ratios, en l'occurrence le prêt valeur maximale, le ratio c'est 75%. Donc quand j'ai prêté 1 euro, je peux emprunter 75 centimes. Et là il faut qu'on en parle. Pourquoi je n'emprunterai jamais 75 centimes quand j'ai déposé 1 euro? Vous allez me dire, bon, si c'était du Bitcoin, je comprends. Parce que peut-être que tu déposes 1000 euros, t'en prêtes 750, mais le Bitcoin peut perdre de la valeur. Et demain, tu peux être à 900 euros de Bitcoin. Et donc, ça suffit plus pour emprunter ces 750. Et quand on va atteindre un seuil de liquidation, qu'en gros, la blockchain va dire, il n'y a même pas suffisamment d'argent en caution pour que je me sente en sécurité de te prêter de l'argent, la blockchain va être en danger et elle va naturellement vendre les Bitcoins que vous lui avez prêtés pour se rembourser l'argent qu'elle vous a prêté et être sûr que vous allez le rendre à un moment ou à un autre. Parce que sinon, c'est trop simple. Le Bitcoin est divisé par 2. Vous avez emprunté 750 euros, mais vous n'avez plus que 500 euros en caution. Je ne vois pas pourquoi vous iriez rembourser le prêt que vous a fait la blockchain. C'est pourquoi elle doit toujours rester maître de ce qu'elle vous a prêté et ne jamais perdre. Et quand vous êtes liquidé, vous avez déposé de l'argent en séquestre. Vous avez emprunté un montant plus faible. Mais l'argent que vous avez laissé en séquestre a perdu de la valeur. Du coup, vous n'avez même plus le droit d'avoir cet emprunt. La blockchain va vendre ce que vous lui avez prêté pour se rembourser. Et à ce moment-là, il y a une pénalité de liquidation. 10% sur du Bitcoin ou sur de l'Ether. Et donc, elle va conserver une partie de la liquidation qui vous a été faite. Donc vous, non seulement vous êtes perdant, parce que votre position a été liquidée, mais en plus de ça, on conserve 10% ou 5% du montant que vous avez prêté, parce que vous n'avez pas bien surveillé ce qu'on appelle le ratio de collatéralisation, qui vous donne le droit d'emprunter en fonction de ce que vous prêtez. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir surveiller. Mais vous allez me dire, Owen, je comprends si je prête de l'Ether ou du Bitcoin, que sa valeur puisse baisser, et à ce moment-là, que je puisse me faire liquider. Ok, ça c'est clair. Mais globalement, je vois pas trop comment ça peut m'arriver parce que moi je prête des stablecoins. Le stablecoin n'est pas censé bouger. Donc normalement, si je prête 1000 euros, je peux très bien emprunter 75%, donc 750 euros, je serai jamais liquidé. Ben oui, mais non, parce que c'est pas aussi simple que ça. Quand on va sur CoinMarketCap et qu'on regarde l'Ether et qu'on regarde l'USDT, qui est l'un des stablecoins les plus utilisés au monde, je le rappelle,
On voit certes qu'il est stable, mais quand on zoome sur certaines périodes, on voit qu'il y a eu des turbulences. Et oui, ça arrive sur de légers moments. Comme vous le savez, la blockchain va réguler le stablecoin pour qu'il se rapproche toujours d'1$. Mais en l'occurrence, si quelqu'un en vend énormément d'un coup, il peut descendre à 98 cents avant d'être régulé. Et de la même façon, si quelqu'un en achète massivement, le token peut monter, comme c'est arrivé en décembre 2017, à 1,08$. Ce qui veut dire 8% au-dessus de son cours. Ce que je veux vous dire, c'est que ça peut swinger. Et c'est pour ces raisons-là que je n'emprunte jamais 75% quand je peux, même quand je prête des stablecoins. C'est un risque technologique à comprendre. Quand vous empruntez, essayez de rester sur du 50 ou 60%. Encore une fois, vous n'êtes pas à l'abri qu'un stablecoin ait un problème et s'effondre. Et là, quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas faire grand-chose contre ça. Mais sur les stablecoins les plus résistants et les plus robustes, comme le Tether, on voit quand même qu'il y a des journées qui ont passé plus de 100 milliards de volume, donc c'est quelque chose d'assez utilisé et d'assez courant. Globalement, essayez de regarder l'amplitude max qu'il y a déjà eu sur ces cours. Et oui, moi, ça m'arrive de regarder, voilà, là, il a déjà été à 93 cents, je l'ai vu également à 1,07. Pour être tranquille, vous partez du fait qu'il peut perdre 15 centimes de dollars. Non, pas que ça arrivera, parce que ça reviendra à 1$ tôt ou tard, d'accord? Mais naturellement, ça vous permettra d'éviter d'être liquidé. Donc déjà, vous avez la première chose à garder en tête quand on prête de l'argent à un protocole décentralisé. On regarde le prêt valeur maximale, ce qu'on peut emprunter au max en fonction de ce qu'on a déposé, et on n'emprunte jamais ce même montant. Là, vous restez sur un 60 ou sur un 65%, c'est largement suffisant. Au pire du pire, vous perdez pas tout si vous êtes liquidé, mais 5%, quand il y a une variation et une liquidation, je peux vous dire que ça fait toujours mal de le constater au matin. Et si je le sais, c'est parce que ça m'est arrivé et c'est comme ça que je l'ai appris. Donc essayez d'apprendre des erreurs des autres, histoire de gagner encore plus de temps. Et maintenant, on en arrive à optimiser. Alors on voit que les placements qui semblent les plus intéressants, c'est non seulement l'USDT, parce qu'on va concrètement pouvoir emprunter gratuitement, sauf qu'on sait que cet argent qu'on va pouvoir emprunter, on ne pourra pas l'emprunter en fonction d'un dépôt en USDT. Donc si je dépose du DAI par exemple, comme lui, on voit qu'il est collatéralisable, ça va me donner le droit d'emprunter de l'USDT derrière et de le reposer une seule fois. Alors que si je repose du DAI, je peux recommencer la boucle plusieurs fois. Et là, vous allez devoir calculer quel est le rendement le plus intéressant. On part sur un calcul très simple et après on sort notre petite feuille Excel. Déjà, on regarde sur un dépôt soft. Et ça, c'est un intérêt que vous pouvez prendre sans prendre de risque d'emprunt et sans même rentrer dans la boucle de la collatéralisation. Vous avez 2,41. Vous rajoutez à ce 2,41 les 1,21 de bonus. En soft, sans prendre de risque, vous êtes à 3,6% d'intérêt par an sur vos stablecoins. Ça ne suffit pas, mais globalement, c'est ce qu'on peut avoir en soft. Quitte à faire un placement en soft, autant aller placer de l'USDT, d'accord? Et là, vous allez avoir, bon, pas besoin de faire le calcul, ça se voit à vue d'œil, 2,8 plus 3% en token AAV, et donc vous êtes à 5,8%. Sans connaissance, il faut pas grand chose, et d'ailleurs je vais vous montrer simplement comment déposer sur la plateforme. On va le faire très simplement, et ensuite on va s'amuser à essayer de faire du compound sur du DAI, voir si on obtient plus de rendement. Alors oui, je déverrouille ma Ledger pour une seule raison, mon MetaMask est connecté à ma Ledger, et d'ailleurs c'est ce que je vous conseille quand vous déposez de grosses quantités de stablecoin ou un montant qui est important pour vous, parce que chacun a ses propres seuils de montant, et à vous de sécuriser convenablement votre argent et de ne pas laisser tout ce que vous avez sur un simple MetaMask avec un petit mot de passe. C'est insuffisant. Je vais donc déposer mon USDT et là, on va pouvoir aborder un autre problème de la finance décentralisée, les coûts. Je me connecte, j'ai cliqué sur MetaMask, j'ai connecté ma Ledger qui est maintenant bien détectée, il voit bien mes 5 000 $, je mets le montant total et quand vous arrivez sur le contrat, on vous rappelle rapidement les termes. Le montant total que vous pouvez déposer, donc moi j'ai mis 5 000, je ne pourrai pas l'utiliser, donc ces 5 000 de dépôt ne me permettront pas d'emprunter quoi que ce soit, et je l'ai bien compris. Et comme c'est la toute première fois, je dois approuver le contrat. Ça, vous le faites qu'une seule fois. C'est pour en gros dire à la blockchain, avec cette clé privée, j'autorise d'utiliser ce contrat. Ça coûte généralement 1 €. Là, pour le coup, c'est non significatif. Même pour ceux qui jouent sur les plus petits montants, c'est pas grand chose. Ce sont les autres utilisations de smart contract qui vous coûter un petit peu d'argent. On valide la transaction. Je conseille de mettre les frais au maximum pour que ça puisse se valider dans la blockchain en quelques secondes. En l'occurrence, là, on est sur 45 secondes en moyenne. Généralement, pour 10 centimes, je joue pas le jeu d'attendre 3 ou 4 minutes parce que quand on fait plusieurs transactions sur plusieurs comptes avec plusieurs stablecoins, vous allez voir que ça devient long. Moi, j'utilise que AAV dans mon exemple d'aujourd'hui. Mais en réalité, j'utilise plusieurs plateformes. Je ne mets jamais tout au même endroit. Même si c'est plus rentable de mettre ça sur AAV, je préfère diversifier les différentes plateformes. En cas de hack, en cas de problème et en cas tout simplement de soucis, ne serait-ce que d'accès sur mes propres clés privées. De la même façon, je mets jamais tout en un seul stablecoin.
j'ai du DAI, j'ai de l'USDC, j'ai de l'USDT, j'ai du Gemini USD, j'ai du Paxos, parce que quand on commence à avoir un certain volume financier, il faut diversifier, comme on le fait quand on investit sur différentes crypto-monnaies, pour diversifier le risque technologique. Et je rappelle que bon, c'est pas arrivé aux quelques gros que j'ai cités aujourd'hui, mais il y a déjà des stablecoins qui se sont cassés la gueule et qui ont perdu 30 centimes parce que la machine s'est enrayée et que ça n'a pas tourné correctement. Donc ne mettez jamais tout au même endroit et surtout jamais tout dans le même asset, même stable. C'est validé, je reviens ici, maintenant je peux déposer. Donc ça va être un dépôt unique et là on arrive sur des frais un peu plus gênants. Bon, en rapide, je pourrais le faire en vitesse moyenne, mais je vais mettre 7 $. Et là je vais vous dire en quoi ça peut être gênant, pendant que ça valide la transaction et que ça valide mon dépôt. Validé. Alors en quoi ça peut être gênant? C'est très simple. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là c'est 7 €. Mais en plein pendant le bull run, quand tout le monde utilisait les protocoles décentralisés, il y avait des moments où il fallait payer jusqu'à 150 € pour faire un simple dépôt ou un simple retrait. Et oui, transaction in, transaction out. Donc vous en payez deux, faut l'avoir en tête. C'est 14 € là que je vais payer pour déposer et pour retirer. Et quand vous savez qu'on va chercher 5%, donc 50 € d'intérêt par an, on se dit attends, je vais vraiment payer 14 € pour gagner 50 € par an. Et là on commence à se dire ok, c'est déraisonnable. Et maintenant vous commencez à comprendre pourquoi certains disent que la finance décentralisée, c'est pour les riches. Et autant vous dire que quand c'était 150 € le dépôt, 150 € le retrait, personne n'allait utiliser des protocoles de finance décentralisée pour y mettre 3 ou 4 000 €. C'était perdre de l'argent. Et c'est pour ça qu'il y a des solutions, notamment d'autres réseaux. Je vous parle évidemment du réseau Polygon et du réseau Binance, qui sont deux réseaux calqués sur le réseau Ether, d'accord? Donc il suffit de rajouter dans son MetaMask des petites configurations, et vous allez le voir, parce que sur AAV, je vais vous prendre l'exemple tout à l'heure d'aller sur le réseau Polygon. Vous avez une transaction Ether à payer pour envoyer vos crypto-monnaies du réseau Ether vers le réseau Polygon, mais ensuite, quand vous êtes sur la blockchain Polygon, les transactions ne coûtent plus 7 ou 15 €. Les transactions, elles coûtent 0,001 Matic. Donc même pas 1 centime d'euro. Et à ce moment-là, la finance décentralisée redevient accessible à tout le monde, même ceux qui ne peuvent pas payer 15, 20, 50, voire 150 € par transaction. Et je le comprends tout à fait, car ça devenait déraisonnable, parce que Ether n'est pas encore dans sa nouvelle mise à jour, où ça coûtera plus grand-chose de faire des transactions. On est encore sur Ether 1.0 et Ether.1.0, il demandait des frais faramineux pour faire une quelconque transaction avec la finance décentralisée. On reste pour l'instant sur Ether, vous avez bien compris, le but c'est de vous montrer comment ça fonctionne, sachant que quand vous passerez sur le réseau Polygon, c'est exactement le même concept. La preuve, vous allez dans marché, là on est sur AAV Ether, vous avez AAV marché Polygon. Et c'est exactement pareil, sauf que les bonus sont payés en token Matic et ne sont pas payés en token AAV parce qu'on est sur le réseau Matic. Et c'est eux qui prennent en charge ce bonus. D'ailleurs, on voit qu'il y a 4 milliards, c'est-à-dire presque un quart des montants déposés sur la plateforme sont déposés sur le réseau Polygon, pour vous dire. Revenons-en à nos moutons. J'ai déposé. Alors comment ça fonctionne? Tableau de bord, voilà. Je ne peux pas le mettre en collatéral, c'est bien écrit. Là, je peux retirer et récupérer mes intérêts, mais ce serait bien dommage. Et maintenant, on va voir mon solde s'incrémenter. Alors oui, c'est lent, c'est normal. Là, ce que l'on voit en plus, c'est que 2,8% d'intérêt par an. Donc chaque minute, autant vous dire que c'est ridicule. Et on va voir un petit bonus qui va commencer à se créditer là-haut, ce sont les AAV que j'ai gagnés en bonus. Donc en gros les 3% d'intérêt qui sont crédités là-haut. Quand il y en a un certain montant, je peux le claim, recevoir mes intérêts et au bout de 7 jours les récupérer et si je veux, aller les vendre contre des USDT. Pour reprendre l'exemple de la banque, si vous décidiez à la fin de l'année revendre l'or contre des dollars, vous avez totalement le droit et replacer ces dollars pour incrémenter votre solde de prêt. Voilà, ça c'était un dépôt soft, c'est la base que tout le monde devait comprendre. Comprendre que 1, il y a quand même des risques de liquidation sur les stablecoins parce que ça varie un petit peu, et qu'il y a des risques sur les protocoles, et c'est pour ça que je reste sur des gros protocoles comme AAV Compound, même s'ils proposent des petits intérêts, il y a beaucoup de monde qui le fait, c'est très audité, c'est très sécurisé, et en plus la plupart de ces protocoles ont de leurs propres assurances, comme AAV qui met du coup 10% du montant total dans une caisse qui sera utilisée en cas de hack. À l'inverse de ça, il y a des petits protocoles pas connus du tout qui viennent d'arriver, qui donnent des bonus énormes sur leurs tokens et qui peuvent vous permettre d'avoir 20, 25, 30% d'intérêt par an. Et on les abordera si vous voulez. Mais là, c'est la méthode que je veux vous donner. Prendre des risques, vous devez d'abord comprendre où ils sont. Après, ce sera à vous de les prendre ou pas, ça ne me regarde pas. C'est à vous de savoir ce que vous pouvez vous permettre de risquer. Pour être honnête, moi, je mets mon argent sur différentes monnaies, sur différentes plateformes. Et une petite partie de cet argent, 5 à 10% de mes stablecoins, j'accepte d'aller les mettre sur des protocoles beaucoup plus risqués. Mais des protocoles sur lesquels je vais chercher 30% d'intérêt. Parce que, en prenant 10% de votre argent, et en essayant de prendre un gros risque en le mettant à 30% d'intérêt, eh bien on se rend pas compte, mais 30% sur 10%,
ça représente 3% d'intérêt sur la globalité de tous mes stablecoins. Et ça me permet d'augmenter un petit peu mes rendements quand ils sont trop faibles, même si je dois évidemment augmenter mes risques pour ça. Maintenant, voilà, on l'a vu, on est en soft, on est simple, on a obtenu 5,84% d'intérêt en déposant simplement de l'USDT. Ok, maintenant, on va faire en sorte de compiler au mieux possible sur une plateforme donnée, en l'occurrence AAV, notre fameux DAI. J'ai pris la décision de poser mes 5000 USDT en soft, je les pose et je n'essaye pas de réemprunter derrière parce que je ne peux pas. Maintenant, essayons de voir est-ce qu'on peut obtenir mieux que ce 5,6% d'intérêt avec la configuration de marché actuelle. Pour ça, les amis, j'ai pris une petite grille. Une toute petite grille Excel que j'ai bidouillée uniquement pour cette vidéo. Il n'y a rien de fou derrière et je vous l'explique tout de suite. Là, c'est le montant que je veux prêter. Donc, en l'occurrence, je vais mettre 5000 $ car vous l'avez vu sur mon adresse, j'ai 5000 DAI que je n'ai pas encore optimisé. Ça, c'est le pourcentage de compilation. Et encore une fois, je rappelle, compilation, c'est un terme que j'utilise juste parce que c'est l'argent que j'ai décidé d'emprunter pour la reprêter, pour la réemprunter et pour optimiser mon rendement. J'ai mis 75%, mais comme je vous l'ai dit, on évite le 75%, d'accord? Ça, c'est ce qu'on peut au maximum réemprunter quand on prête 5000. On veut pas prendre de risques, on va jouer petit, on va aller taper un 55%, histoire de se protéger et quitte à ne pas optimiser à fond son rendement, on va quand même aller prendre 55%. On va quand même garder une marge de manœuvre pour éviter tout risque de liquidation, bien que là, notre marge est plutôt confortable. De la même façon, avec les 5000, on va réemprunter 2750, qu'on va reprêter pour réemprunter 1500, qu'on va ensuite reprêter pour emprunter 800. Vous avez compris le délire, on peut le refaire encore quelques fois, mais au-delà de ça, ça commence à devenir non significatif. En tout cas, vous pouvez le faire. Je le fais 3 fois pour éviter de payer des milliers de frais de transaction, car en réalité, sur le réseau Ether, pour 5000 $, on peut vite se demander si ce qu'on va faire, c'est rentable. Mais dès que vous commencez à rentrer sur des plus gros montants, 10, 20, 50 000 $, vous allez vous rendre compte que vous faire une 4e ou une 5e compilation, ça peut valoir le coup, quitte à regarder si votre 55 passe pas à 58 ou 60, tout en gardant une marge de sécurité. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais avec 5 000 € me retrouver au final avec 10 000 € de prêté. Bah oui, parce que j'aurais pu prêter 5000 plus 2750 plus 1500 plus 800. Mais ces 3 cases-là, ce sont de l'argent que j'ai effectivement pu prêter, mais parce que je l'ai emprunté. Donc on se retrouve avec 10 000 de prêté et 5094 d'emprunté. Et là, ça devient intéressant. Vous prenez votre feuille Excel en plus des rendements que vous avez sous les yeux et là vous calculez. Vous savez quoi? On va essayer le calcul avec l'USDC. Et là vous rentrez dans la petite feuille que je vous ai mis les différents rendements. La base API, donc la base API d'USDC c'est 2%. Mais le bonus que vous pouvez également avoir en token AAV, 1,2%. Donc là, vous avez bien 3,2 en soft, hein, très clairement, ça vous donne 3,2. On est à 3,6 sur DAI, tout comme on était à 5,8 sur USDT. En emprunt, on peut aller mettre 3,1% sur de l'USDC. Ça, c'est ce que je dois payer. Donc, c'est la seule case rouge parce que c'est ce que je paye. Et le reste, c'est également un bonus. On me donne un bonus pour emprunter et un bonus qui est de 1,74%. En empruntant, je paye 1,3% d'intérêt par an au total, en enlevant ce que je dois moins le bonus. Et quand je prête, je gagne 3%. Au total, ça va cumuler les deux et on se retrouve à 5% d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'au total, j'obtiens 3,2 sur tout le montant que j'ai prêté, qui est de 10 000 €. Donc ça fait 323 € de gain par an sur un montant à la base qui est de 5 000, hein, je rappelle. Hein. Moi, j'ai certes, parce que j'ai compilé, j'ai prêté 10 000, mais je n'ai mis que 5 000 de ma poche dans l'histoire. Et j'obtiens donc 3,2% sur 10 000, soit 320, mais je paye 70 € de ma poche également, parce que j'ai dû emprunter 5 000 et que ça me coûte de l'argent, bien que j'ai un bonus qui vient minorer. Ce qui me fait 5% d'intérêt. Pas vraiment très intéressant, malgré la compilation, autant me ranger sur un soft USDT, parce que ça me fait gagner plus d'argent. Donc si j'avais pu, j'aurais pu changer mes USDC si j'en avais contre de l'USDT, c'était plus rentable. Maintenant que vous avez compris comment fonctionne la feuille, refaisons le calcul, mais cette fois-ci pour le DAI. Alors pour le DAI, on n'est pas à 2, on est à 2,4. On n'est pas à 1,2, on est à 1,21, ça change pas grand-chose pour être franc. On n'est pas à 3,1, mais on est à 3,6 sur de l'emprunt. Et on n'est pas à 1,74 mais à 1,7. On retrouve aussi 5,35%. C'est-à-dire que l'intérêt est moins intéressant qu'un dépôt soft en USDT. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher des rendements ailleurs sur la même plateforme pour optimiser encore plus ces DAI.
Et vous vous doutez bien, si j'en arrive là à un calcul qui montre que ce n'est pas rentable de compiler, c'est que je vais vous montrer un endroit où ça l'est. En attendant, même quand vous êtes dans cette situation et que ça paraît être moins avantageux et que le rendement semble plus petit en compilant que sans compiler, sachez qu'on peut encore optimiser ça. Je vous donne un exemple. Je vais prêter du DAI, d'accord, mais je ne vais pas remprunter du DAI. Je vais remprunter du Gemini USD. On va faire le calcul rapidement pour vous montrer. Et là, pour le coup, on va le faire ici parce qu'il n'y a pas de feuille automatisée pour ça. En prêtant du DAI, je vais prêter 5000. Vous êtes d'accord? Et les 5000 me sont rémunérés par la blockchain à 3,6%. Les 2,4 plus 1,21. Donc 0,036, 3,6% multiplié par la somme que j'emprunte, ce qui fait $180 d'intérêt par an. En parallèle de ça, je me retrouve à avoir une capacité d'emprunt. Vous la voyez ici au niveau de la compilation. On va pas aller à 2 étapes parce qu'on ne pourra pas, mais on va pouvoir emprunter une seule fois. Et là, on va venir emprunter du Gemini USD. Et le Gemini USD, vous le voyez, il est quasiment gratuit à l'emprunt. C'est-à-dire que quand j'en emprunte, je gagne même de l'argent, je gagne 0,4%. Donc imaginons que j'emprunte 2750 € de Gemini USD, je vais déjà être rémunéré à 0,004% parce que je l'ai emprunté ce montant-là. Ce qui fait 11 par an, c'est ridicule, mais au moins je ne perds pas d'argent. Et ces 2750 que j'ai emprunté en Gemini, je vais pouvoir les déposer une seule fois parce que je n'ai pas de pouvoir de collatéralisation, mais je vais pouvoir du coup les déposer à un montant total de 2750 multiplié par, et là vous voyez ici, 2,7 plus 3,3. Donc au total, allez, à vol d'oiseau, on est sur 6%. 0,06%. J'additionne tous les intérêts que je gagne et je ne peux pas recompiler plus parce que le Gemini, quand je le prête, ne me donne pas le droit d'en remprunter. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit un meilleur bonus sur l'emprunt. C'est parce qu'il y a très peu de gens qui en empruntent, parce que ce n'est pas rentable de l'emprunter pour le reprêter. Et donc là, déjà, vous commencez à comprendre pourquoi des fois il y a des bonus qui sont plus petits sur une monnaie que sur une autre. Là, vous additionnez tous vos intérêts. On part sur la somme de toutes ces lignes. Paf, $356. Et là, vous faites 356 divisé par 5000 et vous avez votre rendement. En faisant ça, une seule compilation avec un dépôt de DAI et un emprunt de Gemini, vous montez à 7% d'intérêt à l'heure actuelle. Avec ces rendements-là, qui croyez-moi sont ridicules par rapport à ce qu'on a vu pendant le bull run. Hein. Ça m'est arrivé sur des compilations à monter à 25% d'intérêt. Tranquille. Vraiment, c'était hallucinant. On se retrouve donc à 7% d'intérêt. On a fait mieux que notre 5,8% en restant sur Ether. Regardons si on peut trouver mieux sur le réseau Polygon, toujours en étant sur la plateforme AAV. On a un 5,8, on a un 7,1. Est-ce qu'on va revenir à 7,1 ou faire mieux? À voir. Et quoi qu'il arrive après, on exécute. On va sur le réseau Polygon et là encore, on a des bonus et on a d'autres monnaies. On peut notamment faire la boucle qui m'intéresse beaucoup sur le DAI, vous l'avez bien compris. Et on va faire le calcul et on va simplement se remettre à notre Excel pour voir si c'est ou non une bonne affaire par rapport à ce que l'on a déjà trouvé. Je remets les conditions. Donc là, pour le coup, le truc qui est intéressant déjà avec le réseau Polygon, c'est que normalement, vous allez compter les frais en Ether. À chaque fois qu'il y a une compilation, c'est une nouvelle transaction. Et donc, il faut compter les frais. Là, sur le réseau Polygon, les frais sont littéralement non significatifs. Donc, ça ne nous intéresse pas. On va donc regarder. C'est parti. On rentre nos taux d'intérêt tout de suite. 2,67 ici, 1,25 en bonus, 3,85 pour l'emprunt, ça pique. Mais on a un plus gros bonus qui est de 2,43. 2,43. On tombe à 6,47. Donc, ça ne semble pas plus intéressant que de le faire avec du Gemini sur le protocole AV de base. Sauf si, vous voyez, c'est Inception le truc, on peut toujours aller plus loin. On se rend compte ici qu'on a un taux d'intérêt anormalement haut sur de l'USDT. On comprend rapidement que c'est probablement parce qu'on ne peut pas l'utiliser en collatéral. Et donc, il y a peu de gens qui en empruntent et c'est pour ça que c'est aussi bien rémunéré. Vous pouvez le voir, c'est presque gratuit. En effet, imaginons qu'on fasse la même chose cette fois-ci qu'on a calculé sur Gemini, mais on l'essaye sur USDT ici. Je prends 5000 $, mes 5000 $ vont me rapporter combien? 3,92%. Donc, je mets mon 3,92 ici. 196, ça me donne le droit de réemprunter de l'USDC. USDC que je vais emprunter à combien? Là, ce sera négatif. Hein. Je paye 3,9, je reçois 3,5. Donc, au total, on perd 0,4. Donc, en fait, c'est ça, mais en négatif. 0,4, mais moins 0,4. Je perds 11 €. Sauf qu'après, je redépose à 5,2%. 5,2%.
Hop, là je remets ma case en couleur. Et là je vois que je suis à 6,5. Donc j'arrive à avoir un tout petit peu mieux que sur du compound die. Mais ce n'est pas plus intéressant que de déposer basiquement sur la plateforme Aave. Donc je vais sur la plateforme AAV. Donc j'abandonne cette fois-ci la compilation complète, que ce soit sur le réseau Polygon ou que ce soit sur le réseau de base. Et je vais faire un dépôt soft de DAI. Et on va utiliser ma capacité d'emprunt pour emprunter du Gemini et pour le déposer. On voit d'ailleurs ici qu'il y a des intérêts intéressants aussi sur l'USDT, donc j'aurais pu le faire. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le Gemini USD, vous pouvez emprunter de l'USDT. C'est parti, je vais déposer mon DAI qui lui va me donner le droit d'emprunter. Comme d'habitude, c'est la première fois, donc j'approuve le contrat, évidemment. Ça ne vous arrivera pas si vous utilisez souvent les mêmes adresses pour faire ce genre de choses. Si d'ailleurs vous êtes débutant et qu'au moment d'activer le contrat, ça vous met une erreur et que vous n'y arrivez pas, allez dans Settings sur votre application Ether et vérifiez bien que les contract data soient activés. S'il y a marqué Not Allowed, ça veut dire que vous n'avez pas autorisé mécaniquement votre clé à signer des smart contracts et vous ne pourrez simplement pas le faire. Je dépose ensuite mes DAI et je vais réemprunter. Alors pourquoi j'ai été vous le montrer sur Matic alors que c'est plus intéressant sur le protocole de base d'AAV? Simplement parce que certains d'entre vous vont essayer de le faire avec 1000 ou 1500 $ et payer 7 € par transaction est tout simplement pas gérable pour vous. À ce moment-là, vous allez aller dans Marché, AAV Matic. Vous allez vous connecter ensuite. Ça va vous proposer instantanément. Vous voyez, vous avez besoin de visiter cet endroit. Et ça va vous, non seulement ça va rajouter dans votre MetaMask l'option Polygon que vous n'aviez pas avant. Et ça va vous donner un bridge, ce qu'on appelle un pont tout simplement, vous permettant d'envoyer vos crypto-monnaies. Je me connecte au réseau Polygon en signant avec ma clé. Et une fois que j'ai pu me connecter au bridge du réseau Polygon, ça me met sur une plateforme où je vois que je n'ai rien du tout. Parce que là, on n'est pas sur le réseau Ether. On est toujours sur la même clé privée, mais on est sur le réseau Polygon. Et là, je vais utiliser le bridge pour faire un dépôt. Par exemple, j'avais des Matic sur mon adresse Ether. En allant sur dépôt, ça m'ouvre une page qui me dit voilà, sur le réseau Ether, j'ai bien 36 Matic, mais j'en ai aucun sur le réseau Polygon. Et je peux faire un bridge pour envoyer les Matic d'un réseau à l'autre. Tout comme je peux faire un bridge pour envoyer mes DAI que je n'ai plus, parce que je les ai posés. D'ailleurs, vous voyez, j'ai plus de DAI, mais j'ai de la DAI. C'est-à-dire un DAI qui m'a été prêté par AAV comme preuve que j'ai bien déposé du DAI sur la plateforme. Et donc, je vais pouvoir envoyer tous mes tokens sur le réseau Polygon. Et si jamais un jour je veux revenir sur le réseau Ether, j'utilise le même bridge, mais dans l'autre sens. C'est exactement pareil pour la Binance Smart Chain. Je vous ai parlé d'AAV et de Compound, mais vous avez Venus. Venus qui vous propose des taux d'intérêt. Actuellement, on a 3%, 5,5% sur l'USDT, 3,3% sur des stablecoins autres et que je peux probablement utiliser comme levier pour réemprunter. Regardez un petit peu tout ce que vous avez là, et même quand vous avez des Ethers qui dorment, moi ça m'arrive de prendre des Ethers pour aller emprunter des stablecoins, pour faire de la compilation avec mes stablecoins. Attention quand même, les Ethers ça varie beaucoup. Ne visez pas 75% sur votre ratio de collatéralisation. Prenez une vraie grosse marge de sécurité et soyez pas trop gourmand. Bref, ça c'est pour ceux qui disent que la finance décentralisée c'est pour les riches uniquement. Plus uniquement. Aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde et puis on a l'habitude de gros rendements dans la crypto-monnaie, mais allez dire à un banquier que vous arrivez à bidouiller un truc sur une clé et qui vous permet d'avoir 8% d'intérêt par an, il va vous dire que c'est simplement impossible. Et 8%, je rappelle qu'on est dans les intérêts les plus bas qu'on a connus sur les 8 derniers mois. Et je préfère utiliser une période basse pour vous montrer un exemple parce que ce sera sûrement vrai ou plus intéressant au moment où vous regarderez cette vidéo. Encore une fois, ça dépend des prêteurs et des emprunteurs et donc de l'offre et de la demande, ce qui régit à peu près toutes les lois de la finance dans le monde des crypto-monnaies, je vous le rappelle. Maintenant qu'on en a déposé, je reviens sur le réseau Ether, parce que j'ai décidé, suite à mes calculs, de ne pas y aller. Et là, on voit dans mon tableau de bord, bon, j'ai bien mes USDT, d'ailleurs j'ai presque gagné 1 centime depuis tout à l'heure, c'est rien, mais dites-vous que ça marche quand vous dormez, et dites-vous que vous pouvez mettre plus également. Et de la même façon, les intérêts sont payés toutes les minutes. Donc, j'ai des intérêts qui vont arriver sur ces intérêts. Si aujourd'hui je fais 1 €, eh bien à la fin de l'année, j'aurai eu mes 6% d'intérêt sur 7 €. Et c'est ça qui est intéressant. C'est d'ailleurs la différence entre IPY et IPR. IPY, c'est l'intérêt que vous gagnez en remettant les intérêts, en faisant ce que l'on appelle du compound, des intérêts composés. Alors que l'APR, c'est ce que vous gagnez sans partir du fait que vous allez gagner des intérêts sur ce que vous gagnez. Ça paraît un petit peu barbare, mais si vous êtes dans une banque, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant que j'ai prêté mon DAI, je vais emprunter. Là, je n'ai pas de collatéral ratio, ce qu'on appelle un health factor, mais c'est ça qu'il faut regarder pour être sûr de ne pas être liquidé. Je vais du coup emprunter maintenant. Et j'ai fait mon calcul, le plus intéressant, c'est d'emprunter du Gemini pour avoir ce fameux bonus de 4,3. Au fait, quand vous empruntez, on vous propose un taux d'emprunt qui est fixe.
Moi, je préfère surveiller, mais des fois, ça peut être intéressant pour certains établissements, pour X ou Y raison, de se contenter des emprunts à taux qui ne bougent pas. En attendant, vous les voyez, je préfère payer 3,6% et que ça bouge avec un bonus que de payer 12%. Je vais emprunter du coup pour mon exemple du GUSD. J'en emprunte, donc je vous l'avais dit, hein, on peut emprunter 75%, on reprend l'Excel. Hein. Si je mets 75%, je peux emprunter 3750. 3743 ici, mais je ne veux pas, volontairement, je baisse mes intérêts, hop, et je vais chercher un 55%. D'ailleurs, dans ma petite feuille, on est tombé sur un 6,5 tout à l'heure. Mais n'oubliez pas qu'il y a que 3 compilations, j'aurais pu en mettre une 4e. Et mon 55, j'aurais pu le mettre à 65%. Et en optimisant comme ça, j'aurais pu me rapprocher des 8 ou des 9%. Mais je préfère perdre 0,5% et dormir tranquille plutôt que d'aller tirer sur la ligne. Restez modeste et pas trop gourmand. Évitez d'être trop greedy, surtout quand vous découvrez un protocole. Mon but à moi, c'est de donner les best practices et d'expliquer ce qu'il y a derrière. Pas de vous pousser à tout le temps trop optimiser, quitte à prendre des risques. Ça, vous serez suffisamment malin pour le faire tout seul quand vous comprendrez. Commencez par comprendre comment ça marche avant de comprendre comment aller très vite. C'est exactement comme en vélo. On commence par essayer d'avoir de l'équilibre avant d'aller très vite et de taper des pointes. En empruntant 2750, j'ai un health factor de 1,45. On est dans le orange. Je me permets de vous le conseiller parce que c'est du stablecoin. Mais en réalité, n'hésitez pas à aller jusqu'à 1,5. Vous voyez que ça change pas grand chose. Vous voyez, il suffit de passer d'un 2750 à un 2500 et vous êtes bien mieux, d'accord? Donc ne tentez pas le diable. Même si moi je le fais parce que je commence à bidouiller depuis un petit moment. Vous restez toujours dans du jaune, c'est au niveau du health factor. Je réemprunte, auto variable. Il m'affiche pas le bonus, mais moi je sais qu'il y en a un, puisque c'est là-dessus que j'ai calculé mon rendement. Et là je repaye des frais. Et là vous commencez à comprendre, 14 €. Autant vous dire que même à l'échelle de 5000 $, c'est pas intéressant de payer 7 à 15 € par transaction. Je le fais pour l'exemple, mais très rapidement, vous allez vous rendre compte que vous allez switcher sur le réseau Matic ou sur le réseau de la Binance Smart Chain en utilisant Venus, si jamais vous avez des plus petits montants à faire travailler. Maintenant, je peux évidemment en redéposer, puisque les Gemini que j'ai empruntés, en réalité, ils me coûtent de l'argent, mais je gagne plus avec le bonus. Et là, je vais le redéposer. Déposer mon Gemini token. On va aller voir le tableau de bord avant. Voilà, là vous voyez le tableau de bord et vous savez que vous avez un health factor, vous voyez ce que vous avez déposé et ce que vous avez emprunté. Et vous savez maintenant que c'est 2750, vous avez emprunté, vous payez des intérêts dessus pendant qu'on parle. Hein. Ce solde va augmenter puisque vous devez des intérêts, mais très rapidement je vais aller les replacer pour générer des intérêts avec. Et là on va du coup se rapprocher de nos fameux 7% d'intérêt sur du simple protocole et sans prendre trop de risques parce que 1, pas de volatilité, stable asset, et 2, on mitige ce risque parce qu'on est sur 2 assets de stablecoin et qu'en plus de ça, on n'a pas été tapé les 75% d'emprunt possible, on est resté sur un 55 au cas où il y ait des petits risques de protocole et de variation court terme de la valorisation d'un token stable. Je sais que c'est des mots qui peuvent paraître barbares, mais je sais aussi que en prenant le temps de les expliquer un à un, vous devriez saisir et j'espère vraiment, même pour les plus débutants, que ce discours est resté accessible. Parce qu'en plus, on n'est même pas dans le plus compliqué. Là, on est sur une compilation assez simple d'emprunts et de prêts de protocoles décentralisés sur un protocole connu. On n'est pas sur du petit protocole et on n'est surtout pas sur du liquidity providing où je vous apprendrai à monter, même dans le contexte actuel du marché, jusqu'à 17 ou 20% d'intérêt par an. Par contre, là, on est sur d'autres types de risques. D'ailleurs, l'un des protocoles que j'utilise moi-même pour gagner 16% d'intérêt en ce moment, il s'est fait hacker il y a quelques semaines par une attaque de flash loan. Et donc, il faudra, quand je vous présenterai ça, que vous compreniez quels sont tous les nouveaux risques qui viennent du liquidity providing. Mais on reste sur la même base technologique, c'est-à-dire générer des intérêts avec des stablecoins prêtés à un protocole décentralisé. Et là, ça devient intéressant. Maintenant qu'on a reprêté, ça a fonctionné. Alors vous l'avez vu, hein, je ne peux pas recompiler derrière et réemprunter parce que ça ne sert pas de collatéral. Mais voilà, là j'ai optimisé mes fameux 5000 $. On en arrive dans la boucle que je vous disais. Donc au total, là j'ai prêté 7750 $ qui me permettent également d'emprunter 2750 et avec ce que je vais gagner en token AV et ce que je vais gagner en intérêt, globalement je me retrouve à peu près 7% d'intérêt par an, entre 7 et 8% sur mon fameux 5000 $. Donc 3,6 sur les 5000 $ de DAI que je prête. Ensuite j'emprunte mais c'est gratuit parce que j'ai un bonus plus gros que le prix d'emprunt. Et avec cet emprunt-là, je le redépose à 6%, ce qui me fait 165. Donc je gagne 356 $ par an sur 5000 $ de prêté à l'origine, soit 7,1% d'intérêt.
On peut monter ça jusqu'à 8% si on compile un peu plus ou si on accepte d'aller sur d'autres types de blockchains en gardant à peu près le même niveau de risque. Mais le but, c'est pas non plus que pour gérer un petit montant d'argent, vous avez 35 transactions à faire. C'est déjà pas mal. Si vous en arrivez jusque-là, vous optimisez déjà vraiment beaucoup plus votre argent qu'énormément de gens. D'accord? Je peux vous le dire, il y a énormément de gens qui prêtent des stablecoins et qui ne se donnent même pas la peine de voir s'ils peuvent réemprunter sans risque pour reprêter un meilleur taux d'intérêt. Et je ne vous parle même pas du fait que des fois vous empruntez un token sur cette plateforme, mais au lieu de déposer le Gemini ici, vous allez voir sur Compound, ou alors vous passez vos Gemini sur une autre blockchain de la Binance Smart Chain pour les prêter là-bas. En connaissant toutes les plateformes et en comprenant ce que vous venez de comprendre, je l'espère en tout cas, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment des optimisations à faire. C'est déjà suffisamment barbare pour une toute première vidéo de la finance décentralisée. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai jamais vraiment traité. Mais je pense que c'est utile. Je pense que c'est utile parce que j'en avais parlé à quelqu'un qui finalement laisse dormir des Ethers et des Bitcoins. Il prend un tout petit risque. Lui, il prend vraiment 20% d'emprunt pré-valeur pour être sûr que même quand le Bitcoin swing, il se fasse pas liquider. Mais ça lui permet d'avoir des intérêts, de générer des intérêts sur des stablecoins qu'il a empruntés grâce à des Bitcoins et des Ethers qu'il gardait quoi qu'il arrive. Il prenait le risque de les garder. Alors tant qu'à faire, autant les mettre quelque part et que ça génère des intérêts. De la même façon, il y a des moments où ça swing. Vous pouvez voir des moments où c'est 15% d'intérêt. Ça va durer qu'une ou 2 semaines, je suis d'accord avec vous, mais ça vous fait 0,5% d'intérêt en plus. Et c'est ça qui fait que de base, sur une moyenne de 3-4 ans, je dois être à 10% d'intérêt par an, même quand les marchés étaient au plus bas. Et ça fait 1% d'intérêt par mois en plus. C'est cette optimisation qui fait toute la différence. 10% du montant par an. En 3-4 ans, ça représente rapidement 40% de tout ce que vous détenez. Mais ça, on ne le voit pas, on n'en parle pas, car c'est également un risque d'investisseur, c'est également une méthode de money management, mais les gens pensent que les crypto-monnaies, ça swing à la hausse, ça swing à la baisse. Non. La création de valeur de la blockchain vient également de ses protocoles, vient également de sa technologie. La finance décentralisée, c'en est la preuve même. D'accord? On doit utiliser tous les outils que met à notre disposition la blockchain. Et c'est pas parce qu'on est obnubilé par des gros rendements court terme qu'on doit en oublier les petits rendements passifs que l'on peut laisser en fond, en tâche de fond de notre portefeuille. Et j'ai vraiment compris à quel point c'était important de faire cette vidéo quand j'ai calculé, que je me suis rendu compte que mes gains de trading, certes, c'est une grosse partie de mon portefeuille, mais ce qui l'a rendu solide, concret, au fil du temps et ce qui m'a permis de perdre moins que les autres quand tout le monde se cassait la figure et de gagner plus d'intérêt que les autres quand il y avait des gains partout, c'est parce que je ne laisse rien au hasard. Il n'y a pas de petite monnaie, chaque optimisation compte et à chaque fois qu'on prend un risque en plus, même si c'est des petits risques comme celui-là, il suffit de comprendre d'où vient le risque potentiel, de bien diversifier et ça peut être intéressant au prorata de ce que ça va vous apporter sur votre portefeuille sur du long terme. Ensuite, quand vous connaissez tous les outils de la finance décentralisée et tous les outils de la finance centralisée, à vous de choisir les plus gros intérêts avec le plus de confiance et de diversifier intelligemment. Et vous vous rendrez compte que vous serez entre 8 et 12% d'intérêt par an à peu près tout le temps. Parce qu'il y aura des moments où vous serez à 4 et des moments où vous serez à 20. Mais ces deux moments-là ne durent pas parce que ce sont des extrêmes. On revient rapidement sur les moyennes qui sont les moyennes de la croissance de cet écosystème. Dans 10 ans, ce sera plus le cas. Profitez-en. J'en profite également pour vous dire que Just Mining, notre solution d'investissement, va sortir sa solution de dépôt de stablecoin. En effet, ce sera une solution mixte de liquidity providing, de lending et de borrowing et de solutions centralisées, mais on permettra à nos clients qui ont des stablecoins sur notre plateforme et qui génèrent des intérêts via les masternodes, le stacking et les mineurs, de profiter également de ces technologies de finance décentralisée. Le lien de la plateforme est dans la description. Excusez-moi du micro-moment de publicité, mais c'est quand même une société dont l'idée même vient d'un abonné et qui existe depuis maintenant plus de 4 ans et qui compte aujourd'hui une 30aine de personnes en full time et c'est une grande fierté pour nous. J'attends vraiment vos retours dans les commentaires. Si ça vous intéresse, la prochaine fois on abordera un autre pan de la finance décentralisée, le liquidity providing sur des stablecoins. Et vous vous rendez compte qu'on peut facilement doubler, voire tripler ses intérêts. Déjà par rapport à la personne qui dépose en soft et qui prend 3-4%, on peut toujours faire 30 à 50% d'intérêt en plus rien qu'en compilant. Mais si en plus de compiler, on va sur des stratégies qui vont mettre votre argent à la fois sur du lending et borrowing, mais à la fois sur d'autres méthodes comme le liquidity providing que vous devez comprendre également. Là, on optimise encore plus et on va chercher des intérêts plus gros. Mais il y a des nouveaux risques qui rentrent en jeu et il faut les comprendre aussi. Ce sera à moi de vous les expliquer, bien entendu, si ça vous a plu. Je compte sur vous pour vous abonner, pour laisser un petit pouce bleu et surtout un commentaire sur ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris. Je répondrai aux commentaires les plus importants et qui sont les plus remontés par la communauté afin qu'on avance toujours un peu plus dans cette technologie qui semble barbare, mais qui est simplement incroyable les amis. On va voir la finance décentralisée se dessiner devant nous. Il s'agirait d'au moins comprendre la révolution qu'on touche du bout des doigts. Merci à vous.